L'image qu'on nous fait de l'Afrique, qu'il faut venir en Occident pour réussir, mais elle est biaisée, elle est fausse. Tu peux réussir en Afrique et je le voyais en fait. Je me dis si je rentre avec la détermination et vraiment du travail, je peux faire des grandes choses en fait. La normalité, c'est ce qui va te convenir à toi avec tes sentiments et tes émotions. Tu ne peux pas te caler sur quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas les mêmes parcours de vie, on n'a pas les mêmes expériences de vie. Tu peux t'inspirer du parcours d'une autre, mais dire que tu vas le copier-coller, impossible. Soyez vous-même, écoutez-vous, demandez de l'aide, c'est super important. N'ayez pas peur d'investir dans des experts, parce que l'expert, il vous fera gagner du temps. Chers amis, bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast des entrepreneurs africains. Ici, je reçois régulièrement des entrepreneurs débutants et expérimentés afin qu'ils viennent partager avec vous leur parcours, leur histoire, avec pour but, bien évidemment, de vous inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pasta, consultante en gestion d'entreprise et entrepreneur. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, un verre d'eau, ça dépend de vous, et consommez ce podcast comme si c'était un match de football, avec beaucoup de passion. Bonjour Tasta, comment tu vas? Bonjour Juste, je vais très bien. Et toi-même? De mon côté, ça va. Ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation. Plaisir partagé. Ravi d'être à tes côtés pour cette interview aujourd'hui. Et merci pour la considération. Ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler de toi, de ton histoire en quelque sorte. Euh, Yes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, si je devais me présenter en quelques mots, je commencerai toujours par trois mots. C'est souriante, loyale et authentique. C'est ce qui me définirait. Oui, parce que souvent, les gens aiment se présenter par rapport à leur fonction, leur titre. Mhm, Je suis pas à l'aise avec ça. Enfin, je suis pas pour ça, justement, parce que ça ne nous définit pas. Et qu'est-ce que je fais? Donc, comme tu as dit, je suis consultante en gestion d'entreprise depuis maintenant 3 ans, ancienne consultante en relations expérience client, ancienne assistante de gestion et de direction. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. ouais, c'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Alors, est-ce que tu nous peux nous parler de toi, de ton parcours, avant de, en fait, de ton histoire? Ça a commencé comment? Elle a commencé comment? Euh... Ah ouais, c'est la Lorsque, première fois qu'on me pose cette question. ouais, je comprends, mais ça c'est, mais lorsque tu étais petite, par exemple, t'as grandi où? Alors, moi, je suis née en Côte d'Ivoire. Hmm, Je suis née en Côte d'Ivoire, parce que ma mère est née là-bas, elle a grandi là-bas. Ma mère est ivoirienne, mais d'origine mhm, malienne sénégalaise. Je suis arrivée en France à l'âge de 1 an, 1 an et demi. J'ai fait toute ma scolarité en France, de la primaire en passant par le lycée. J'ai eu mon bac en France. J'ai fait un bac pro secrétariat, mhm, un BTS assistant manager, et avant le bac pro, j'avais fait le BEP, qui n'existe plus aujourd'hui dans le nouveau programme scolaire français, mais c'était c'était en gros une espèce de préparation avant le bac pro. En fait, tu passais le bac en 4 ans au lieu de le passer en 3 ans mhm, comme sur un cursus normal. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, après mon BTS que je n'ai pas obtenu, parce que j'aime bien dire que j'ai pas eu mon BTS, je suis partie sur le marché du travail. Euh, j'ai travaillé, en fait, la chance que j'avais, c'est comme j'ai fait le bac pro et le BTS en alternance, j'avais déjà de l'expérience professionnelle. J'avais mhm, déjà 4 ans d'expérience professionnelle. Donc sur le marché de l'emploi, c'était pas compliqué. Tu trouvais rapidement du travail. En plus, moi, j'étais inscrite en agence d'intérim. Du coup, on te trouvait des missions assez régulièrement. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé dans de très grosses structures, en fait. Parce que mes 4 ans d'expérience en alternance, je les ai fait dans une fédération sportive, une très grosse organisation qui avait son siège à Paris et des bureaux dans chaque région et chaque département de la France. Ensuite, j'ai travaillé pour de multinationales aussi, également. Donc, une grosse Et tout dans. ça, ça s'est passé en France? J'ai fait toute ma carrière en France en réalité. Waouh, Ouais, ok. toute ma carrière en France. Et c'est en 2015 que j'ai commencé à aller en Afrique. J'étais une fois en 2015, après je suis repartie en 2018.
Je Et suis tu es allé retournée en Afrique dans le cadre de ton entreprise ou dans le cadre de tes activités personnelles? 2015, je suis partie, c'était purement personnel. Mais en fait, quand je suis partie et c'est là où je vois vraiment, quand on dit qu'on est entrepreneur dans l'âme, c'est réel, c'est quand je suis revenue avec plein d'idées. Donc les Déjà, inspirations sont nées en Afrique. la première fois que je suis retournée en Afrique toute seule, c'était en 2008, en réalité. Et je me souviens, que quand je suis rentrée, j'ai dit à ma Mhm. collègue, qui est devenue une amie aujourd'hui: «C'est bon, moi je rentre, je m'installe en Afrique». Et elle me regarde, elle me dit: «Mais est-ce que toi tu vas bien?» Je dis: «Bah oui, je vais bien». Et en fait, j'en avais parlé à deux trois personnes et personne ne comprenait mon projet de vouloir m'installer en Afrique, en fait. Et moi, pour moi, c'était indéniable, c'est l'Afrique. Parce qu'en fait, moi, j'étais allée, je me rappelle, c'était en 2008, j'étais allée au Mali, j'étais chez le petit frère à ma Mhm. mère. Et en fait, j'avais vu le train de vie, la qualité de vie qu'il avait avec sa famille, avec ses enfants. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté l'Afrique, en fait. Il a étudié en Afrique, il a réussi en Afrique. Et pour moi, ça m'inspirait parce que je me disais finalement, l'image qu'on nous fait de l'Afrique, qu'il faut venir en Occident pour réussir, ben, elle est biaisée, elle est fausse. Tu peux réussir en Afrique. Et je le voyais en fait. Le mec, il avait sa société. Il avait un de ses fils à l'époque qui faisait ses études en Europe, qui ensuite, par la suite, il avait envoyé aux États-Unis. Et c'est lui qui finançait. Et Dieu seul sait, on sait tous comment c'est cher les études aux États-Unis. Quelqu'un qui est en Ouais. Afrique, qui finance des études aux États-Unis, tu sais qu'il a un confort, il a une certaine classe sociale en fait. Et en fait, mon oncle, il m'inspirait. Et je me suis dit, en fait, si lui, il a réussi à faire ça. En fait, moi qui viens avec un bagage, avec une expérience autre, parce que j'étais en Occident, parce qu'il y a comme des points positifs en Occident, il n'y a pas que du négatif, je me dis, si je rentre avec la détermination et vraiment du travail, je peux faire des grandes choses en fait. Donc j'étais partie dans cette Ouais, je optique comprends. et ça m'a jamais quitté. Et du coup, tu es parti en Afrique? Je suis repartie après en 2018-2019. Justement, j'avais monté un projet dans le tourisme en Guinée. Donc, c'était un projet pour du tourisme en Guinée. Finalement, c'était un premier voyage de repérage, mais on s'est vite rendu compte que, bah, entre quand tu es en France, comment tu vois les choses, et quand tu arrives sur place, c'est Mhm. pas la même chose. Ouais. Et tu es allée toute seule? Non, je suis partie avec j'étais avec mon associé, parce qu'on était associés à Ok. deux sur le projet. Donc finalement, on a mis le projet en stand-by et on s'est jamais relancé dedans. Après, entre-temps, bah, la maternité. Ah bah, c'était quel projet? J'ai envie de te poser la question. C'était quel projet que tu as envie de lancer en Guinée et qui n'a pas marché? Alors en Guinée, ça s'appelait Discover Conakry. Dans un premier temps, l'objectif, c'était de faire découvrir la Guinée à la diaspora guinéenne et aux autres, parce que je voyais l'engouement qu'il y avait autour du Sénégal. Et en fait, quand tu dis Guinée, les gens ils connaissent pas, ils te disent Guinée quoi? Ils te disent Guinée Conakry. Alors que nous, c'est Guinée tout court, parce que les autres, c'est Bissau ou Équatorial. Nous, c'est République Ouais. de Guinée. Et en fait, ça me fait parce que mon père est guinéen. Je ne l'ai pas précisé, mon père est guinéen. Et donc, Ah du ok, coup, parce que j'avais j'ai envie cette. de te poser la question pourquoi la Guinée? Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu étais ivoirienne. Mon père est guinéen. Je suis métisse, mon père est guinéen. Et en fait, quand Ok. j'étais en Guinée en 2015, le peu que j'avais vu de la Guinée, ça m'avait émerveillée, en fait. Je me suis dit, waouh, mais c'est un super beau pays. Et quand je regardais à travers les réseaux sociaux, ce que les gens ils montraient de la Guinée, moi, je n'avais pas cette image de la Guinée quand j'avais été. Et je me suis dit, non, mais c'est. Genre, je ne peux pas garder ça pour moi. Et en fait, pour moi, Mhm. pour marketer un pays, il faut le montrer, en fait. Il Exactement. faut le Ouais. montrer. Et donc, ma copine, enfin, mon associé, moi, qui est ma copine aussi, on s'est dit, on est parti en voyage, on a fait 15 jours, on a fait un road trip. On a traversé une bonne partie de la Guinée maritime et l'intérieur de la Guinée. Et on avait partagé le séjour. Et l'objectif, c'était aussi d'aller sourcer les professionnels du tourisme pour mettre en place une plateforme où justement tout serait centralisé, où les gens ils pourraient en tout cas faire leurs réservations de partout dans le monde sur la plateforme et on pourrait aussi promouvoir en fait ces établissements. Business model typiquement à l'occidental, très honnêtement. Mhm. Mais quand tu arrives sur place. Et d'après toi, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que le voyage a été bien planifié? Alors, le voyage en soi, il était bien planifié. Après, on a manqué de régularité parce qu'on n'est pas reparti, parce qu'on devait repartir pour faire une autre partie du pays. On ne l'a pas fait. Ça nécessite de la ressource.
Parce que, bah, en Guinée, tu prévois un budget, mais il explose très vite parce qu'il faut soudoyer tout le monde. Tu as toujours des barrages. En plus, Mhm, gros cliché, mon associé, elle est Peul, je suis Djarinké. En Guinée, c'est les ethnies qui, soi-disant, ont de l'argent. Donc forcément, quand tu arrives, on ne te fait pas de cadeaux. Il y avait ce premier point. Mais au-delà de ça, je pense qu'il aurait fallu, un, revoir le business model et deux, c'est un projet en fait qui nécessite d'être sur place, mais de travailler aussi avec les autorités sur place. Pourquoi? Parce que pour moi, quand tu veux développer le tourisme, il faut qu'il y ait, on va dire, un cahier des charges national en fait. Il faut que déjà l'État mhm, impose un certain nombre un certain nombre de valeurs, d'objectifs, d'obligations auxquelles répondre. Et c'est pas le cas en Guinée. Aujourd'hui, mhm. même, enfin, j'y étais il y a quelques mois, les établissements ne sont pas référencés, il n'y a pas de normes. Donc, il y en a, il va dire il est 3 étoiles, mais quand tu arrives, tu te poses la question est-ce que c'est vraiment 3 étoiles? Il y en a, leurs pages Facebook, elles sont plus à jour. Donc, il y a toute une éducation, tout un travail à faire de collaboration avec l'État guinéen. Sauf que très malheureusement, bah, le gouvernement guinéen n'a pas de stabilité. C'est une réalité à prendre en compte. Parce que Et ça ce change. constat, vous l'avez fait en Guinée? On l'a fait en Guinée, mais quand on est rentré aussi, parce qu'on a fait de la veille aussi. On a continué à faire de la veille, à suivre déjà les organisations étatiques au niveau du tourisme, au niveau de la finance, au niveau du loisir. Et je me souviens que nous, à l'époque, il n'y avait rien. Et c'est très récemment que, au niveau du tourisme, ils ont mis un projet en place. Et même ce projet, je l'ai suivi de loin. Et quand j'étais au mois de décembre, j'ai regardé sur place. Ça reste très superficiel. On Mhm. rentre pas dans la profondeur des choses. Et c'était en quelle année ça? On est parti en 2018, ensuite 2019. Moi, je suis repartie en Guinée, bah, là, en 2023, puisque j'ai passé 3 semaines en Guinée. Et depuis 2018, je fais de la veille sur la Guinée, en tout cas sur le secteur du tourisme. Mais pour développer du tourisme, il faut des infrastructures. Aujourd'hui, on peine à avoir des routes. Ok, Donc, c'est aussi une réalité à prendre en compte, en fait. ouais, je C'est pas comprends. évident, mais j'y crois. Je sais que ça va changer. Et du coup, tu as abandonné le projet. Tu es rentré en France. Enfin, je vais pas dire que je l'ai abandonné, je l'ai toujours dans un coin de ma tête, mais c'est pas ma priorité, très honnêtement, parce qu'après, quand t'es parent, quand tu t'installes dans un foyer, bah, c'est différent, tu plus les mêmes priorités, enfin, enfin, Ouais, je comprends. c'est différent en C'est fait. c'est plus pareil, ouais. C'est plus Tu es plus pareil. trop flexible aussi. Tu as moins de flexibilité, mais c'est aussi, après, j'ai changé aussi de carrière professionnelle entre temps parce que avant, ce qui avait de bien, c'est que bah, j'étais salariée. J'ai toujours été salariée. Et c'est vrai que depuis 2020, je me suis mis vraiment à 100% à développer mon activité entrepreneuriale, en fait, On va en sans revenir. côté. Et, euh, et après ça, tu rentres en France. Et qu'est-ce que tu Je fais en rentre en France? France. Après cette Euh, aventure en Guinée. 2018-2019, bah, j'étais en congé maternité. J'étais en congé maternité. Du Mhm. coup, j'avais une agence de conseil en relation expérience client avec une autre associée. Moi, je me suis beaucoup associée dans ma vie, hein. Ouais. Et ça, tu faisais ça en parallèle de ton travail à plein temps? Exactement, Wow. exactement. Et, Du coup, bah après, la chance que j'ai eue, c'est que quand on a développé le cabinet de conseil, c'est que j'étais en congé maternité. J'étais en congé maternité, et bah forcément, bah, quand tu es active, bah, tu n'aimes pas rester sans rien faire. ouais. Donc, du coup, ça m'a permis d'être en activité pendant mon congé. Donc, on a tenu pendant 5 ans, parce que j'ai arrêté en 2022. Et mon associé, elle a 5 ans. continué. Oui, j'ai fait ça de 2017 jusqu'à 2022. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que bah, j'avais cette envie de faire autre chose. Pour moi, en fait, notre association, elle est arrivée à maturité. Chacune avait pris ce qu'elle avait appris à apprendre avec l'autre. On avait bien évolué et nos visions ont évolué aussi. C'était rentable? Ça va. Je dirais pas, enfin, rentable, oui. Faire du bénéfice, non. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que tu faisais concrètement dans
Alors dans nous, cette activité-là? on Mhm. accompagnait des entrepreneurs, en fait, à mettre en place toute une stratégie de relation et d'expérience client pour fidéliser. Parce que nous, on était partis du constat que malheureusement, les business afro, en termes d'expérience client, et sont à Mhm. revoir. Jusqu'à aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Sauf que maintenant, comme on est beaucoup plus sensible à la relation, à l'expérience client, donc certains ont compris et mettent des choses en place. Donc du coup, nous, on les accompagnait en menant toute une audit sur toute la partie relation, expérience et parcours client, parce que de toute manière, c'est le parcours client qui aide à ça, et justement analyser les points de friction pour justement réfléchir, en tout cas mettre en place les stratégies adéquates pour que sur ces points de contact-là, le client n'ait pas de frustration. Parce que comme j'explique aux gens, l'expérience client, c'est l'émotion que tu fais vivre à ton client quand il est sur un point de contact. Mais si tu ne maîtrises pas le point de contact, malheureusement, euh, il va se retrouver face à des émotions négatives. Et c'est là où on parle de mauvaise expérience client. Et comment tu faisais avec l'acquisition client? Honnêtement, enfin, stratégie acquisition client, zéro. Très honnêtement. Zéro. Ok. Et Très honnêtement, parce que comment c'est tu pas faisais quelque... pour acquérir les clients alors? Bah, la Puisque chance que, vous avez eu une existence de 5 ans. oui, en fait, la chance qu'on a eue, mon associé et moi, c'est qu'on était dans des réseaux d'entrepreneurs et on allait beaucoup networker. Et en fait, c'est d'aller dans des événements, tu rencontres des gens, tu Mhm. parles de ce que tu fais, tu te présentes, tu échanges avec les gens, ils te parlent de leurs problématiques. Et c'est vrai que moi, je suis une personne assez, on va dire, sociable. C'est l'image que je renvoie. Je suis très sociable. J'aime donner du conseil. Je pars du Mhm. principe que ce que je me souhaite, je le souhaite à l'autre. Donc forcément, de fil en aiguille, en fait, les gens, ils te voient vraiment comme un allié. Et donc, quand ils sont face à une problématique, bah, ils vont naturellement t'appeler pour demander de les orienter vers le bon expert. Et Mais la plupart est-ce des que les clients, gens te faisaient confiance? oui, Oui. oui, Et la majorité de tes clients étaient afro? oui, c'était que Oui. des affaires. Bon, je te pose la question parce que on dit que les afros ne font généralement pas confiance aux autres afros, Bah, en fait, les Africains, hein. enfin, c'est vrai que tout le monde ne fait pas confiance, c'est une réalité jusqu'à aujourd'hui. Mais Mhm. comme en fait, moi, j'arrive à créer ce lien avec les gens. Et c'est après, avec du recul, j'ai analysé notre process d'acquisition client. Je me suis rendu compte que le process de closing, il était long, mais parce que entre le moment où je rencontrais la personne et enfin, toute cette relation que je mets en place, le lien que je vais créer avec eux, c'est après que justement, ils se sentent en confiance. Et là, en fait, ils sont prêts à venir travailler avec nous. Oh, super. Et l'entreprise n'existe plus aujourd'hui? Ou bien ça existe, L'entreprise mais tu ne fais existe, plus partie de l'exemple? Ouais. je n'en fais plus partie. C'est ça. Mon associée, elle continue seule. Elle a justement retravaillé tout le branding, elle a changé le nom, elle a changé le positionnement, parce que maintenant, bah, on a beaucoup plus d'expérience, donc on maîtrise beaucoup plus certaines choses. Donc, c'est différent. Et là, justement, elle travaille vraiment sa stratégie d'acquisition client. Est-ce que tu regrettes d'avoir, en quelque sorte, abandonné l'entreprise? Non, du tout. Non? Du tout. Du tout. Bon, non, en fait, on s'est séparés en bons termes. C'est marrant parce que les gens, ils ont une image négative de l'association. Et sauf que moi, toutes mes associations se sont bien passées. Ok. Elles Et se du sont coup, toutes bien passées. Et mhm. je parle, enfin, tous mes associés font partie de mon réseau et c'est mon premier réseau, justement. Wow, ça c'est super. Donc, Et du coup, après ça, qu'est-ce que tu fais? et là, fin 2021, je sais pas. En fait, c'est parti d'un événement. Au début, je me suis dit, je lance un business club. C'est parti d'abord d'un business club. Je me suis dit, en fait, je me rends compte que les entrepreneurs sont seuls, surtout les femmes noires musulmanes, vraiment. Parce que, bah, non, mais les gens ne se rendent pas compte, mais les gens, ils aiment bien Mhm. parler de communauté musulmane. Mais quand on parle de communauté musulmane, on va pas se mentir, c'est indéniable, on le fait pas exprès. Les Maghrébins et les Arabes sont entre eux, les Africains noirs, on est entre nous. Mais on fait pas exprès, on se Donc, vous n'êtes pas mélange. solidaire entre les C'est pas un musulmans problème dans de sa généralité? mentalité. En fait, humainement, tu vas vers les gens qui te ressemblent. Ça, tu fais pas Hmm. exprès, en fait. C'est comme ça. Le cerveau, il est conditionné comme ça. Et c'est vrai que certaines femmes musulmanes, en tout cas en Occident,
c'est compliqué pour elles de networker parce qu'en fait, par rapport aux valeurs religieuses, il y a des événements, tu vas pas y aller parce que soit il y a de l'alcool, soit tu es pas à l'aise avec la mixité. C'est une Hmm. réalité, en fait. Donc je me suis dit: «Je vais lancer un business club qui répond à nos valeurs». On est entre femmes, on vient parler de nos business, mais on vient pas parler que de nos business parce qu'on est des femmes, on n'a pas que nos business, en fait, en charge mentale. On a soit le célibat, soit le divorce, soit le mari, soit les enfants ou tout ça en même temps. Mais on reste des femmes, en fait. En plus, on est cyclique, donc on se comprend entre nous. Donc ça a démarré par un business club et comme justement je faisais de l'expérience client, j'avais bien pensé mon parcours d'acquisition client et mon parcours client. Donc justement, dans le sourcing et dans le recrutement de ces femmes pour le club, j'ai été confrontée en fait à des femmes qui avaient des problématiques beaucoup plus profondes dans leur business. Et c'est de là où il y en a une qui me sollicite pour l'aider dans la gestion de son business. Et là, je lui dis OK, parce que en fait, moi, pour moi, c'était en Mais fait, c'était naturel, c'était simple. Moi, je lui avais quand elle me parle de ses problèmes, je lui pose des questions. Elle me dit: «Non, non», je vois qu'en fait, elle a rien et je lui dis: «Mais en fait, en tant que dirigeante, il y a des choses que sont c'est les fondations d'une entreprise. Si tu les as pas, c'est bancal, c'est brouillon» et je me rappelle cette cliente à l'époque, elle, son objectif, c'était de faire des franchises. Je lui dis: «Mais tu veux faire des franchises de quelque chose de brouillon? C'est pas possible, en fait» et c'est là, elle me ouais. dit: «Accompagne-moi». Je dis: «Bon, bah, OK» et ça a été ma première cliente. Waouh. Ça a Et été c'est comme ma ça que tu première te lances. et c'est comme ça que je me suis lancée et juste après, je fais un autre rendez-vous avec une autre experte que je voulais dans le club. On discute et là, en fait, elle met des mots sur ce que je fais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, elle me dit: «Bah, en fait, finalement, toi, tu accompagnes les femmes à bien gérer leur entreprise». Je dis: «Bah, ouais». Mais en fait, moi, je l'avais jamais conscientisé. Et je me souviens que quand j'annonce à certains membres de mon réseau que bon, bah maintenant, je suis plus avec mon associé dans le cabinet de conseil sur la relation client, que maintenant j'ai mon propre cabinet, que je suis seule et que voilà mon activité, je leur explique. À l'unanimité, ils m'ont tous dit: «Ouais, mais c'est quelque chose que tu as toujours fait». Hmm. Et tu n'étais pas consciente de ça, en fait. Mais vraiment pas. Et là, en fait, j'ai pris le temps de me concentrer sur vraiment développer une offre, en fait. Vraiment Attends, développer une offre. l'accompagnement que tu faisais là, ta première cliente, c'était gratuit? Non, je lui ai facturé, mais OK. je lui ai donné un montant très honnêtement dérisoire parce que, heu, j'ai senti, sa détresse, mais j'ai vu l'opportunité, Hmm. donc je l'ai saisie. Mais quand, cette femme, elle me fait comprendre que, bah, finalement, c'est ça, en fait, c'est comme si le puzzle, il venait de s'assembler Mhm. et là, je rentre, je commence à écrire, je me pose des questions, je vais lire des articles, je retourne dans mes cours, j'analyse mon parcours. Je me dis: «Ouais, en fait, c'est ça». Et je comprends pourquoi, en fait, j'ai toujours eu du mal avec les business afro ou avec certains business, parce que je me rends compte que la partie gestion d'entreprise, en fait, elle est inexistante pour la plupart. Hmm. Wow, intéressant. Et comme moi, mon utopie, mais pour moi, c'est plus une utopie, c'est qu'on soit fort économiquement, je me dis, bah, c'est en les aidant à se structurer que tu peux les faire pérenniser pour qu'on soit fort économiquement, Ouais. tu vois. Et là, je me dis, ouais, là, ça me parle parce que ça m'anime en fait. Ça m'anime. Hmm. Et il y a combien de personnes, il y a combien de personnes dans ton club? Le club, je l'ai arrêté. Tu as arrêté le Il a club. tourné 1 an. Je l'ai fait tenir 1 an. Mais pourquoi je l'ai arrêté? Parce qu'après 2023, j'ai passé l'année au Sénégal en fait, en Afrique. Donc, on va essayer d'aller étape par étape. Alors, tu as créé le club et tu as Et le tenu un club, an. 1 an. Et En fait, pendant cette année-là, il y avait combien de personnes on était une dans ce quinzaine. club? Une Une quinzaine de quinzaine. personnes. Et tu as pu Quinzaine, accompagner quelques personnes dans le club. oui. Mhm. Ah, le réseau, il bug. Oui. Et du coup, après un an, tu rentres au Sénégal. Ou bien tu vas au Sénégal.
Alors, en fait, du coup, on était une quinzaine dans le club. J'en ai accompagné, Mhm, enfin, elles ont toutes reçu des conseils, très honnêtement, peut-être à part une ou deux. Mais toutes, en tout cas, j'ai pris le temps d'échanger avec elles quand elles ont eu besoin. Elles ont eu du conseil. J'ai donné des ateliers sur des thématiques spécifiques parce qu'en fait, l'objectif du club, c'était de se mhm, rencontrer tous les mois. Donc, c'était une rencontre mensuelle. Et je me rappelle, fin d'année 2022, mhm. j'avais organisé un déjeuner. On avait été manger vraiment, franchement, rien à dire. Une très belle expérience. J'ai rencontré des belles femmes, j'ai échangé avec des belles femmes. Je je regrette pas. Je pense que je le relancerai le club, mais peut-être sous un autre format et autrement. Et en fait, fin 2022, je démarre une mission client. Et c'est dans le cadre de cette mission client, en fait, que je pars à Dakar, début d'année 2023. C'est quoi une mission client? Je démarre un accompagnement client. Ok. Et ça, ça doit se passer en présentiel à Dakar. Voilà, je dois être sur place parce que dans l'audit, en fait, c'est le client avait une partie de ses équipes au Sénégal, une partie ici. Donc, j'avais commencé une partie du travail avec les équipes ici. Il fallait aller au Sénégal rencontrer les équipes, voir les process sur place et tout. Donc, je Mhm. pars 5 jours. Et c'était mon premier voyage à Dakar. Hmm. Sachant que ma mère est d'origine sénégalaise, parce que son père est sénégalais. Ma mère allait au Sénégal depuis 2007. Elle y allait avec mes frères et sœurs. Moi, j'avais toujours refusé de partir. Voilà. T'es vraiment métisse, hein? Au Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée. Mali. Waouh. Mali aussi. Oui, parce que ma grand-mère maternelle est malienne. En fait, Waouh, mes waouh. en fait, du côté de ma grand-mère, ils sont 2 générations installés en Côte d'Ivoire. Mhm. Du coup, c'est pour ça que ma mère, elle est née là-bas, elle a grandi là-bas et en fait, mon grand-père, lui, il est arrivé enfin, il s'est installé là-bas, il a rencontré ma grand-mère et en fait, il est jamais rentré au Sénégal parce qu'il est mort en Côte d'Ivoire, on l'a enterré en Côte d'Ivoire. Ok. Donc ouais, 2023, c'était mon premier séjour au Sénégal parce que moi, j'avais jamais voulu aller au Sénégal. Entre nous, j'avais un problème avec les Sénégalais. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, les En Sénégalais fait, sont sympas, hein. j'ai vécu que des mauvaises expériences au consulat du Sénégal en France. Hmm. Donc moi, le Sénégal, je m'en fichais, très honnêtement. Ma mère, elle allait au Sénégal avec mes frères et sœurs. Je lui dis, c'est cool. Moi, je voulais que aller au Mali, en Côte d'Ivoire. Mais le Sénégal, voilà. Ah, mais le Sénégal, c'est le deuxième poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Je vais dire, dans la région francophone, après la Côte d'Ivoire. Oui, c'est sûr, mais j'avais jamais eu d'attrait pour le Sénégal. En fait, moi, c'est vraiment, et c'est pour ça que la relation et l'expérience client, c'est important pour moi. Parce que pour moi, ça Mhm. donne le ton, l'expérience que tu vas vivre. Et pour moi, je suis allée au consulat du Sénégal, je suis avec des Sénégalais. Ça m'avait donné la couleur. Donc, je dis, en fait, les Sénégalais, ils sont comme ça. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Leur pays m'intéresse pas. C'est comme. Ah, ok. Moi, j'ai fait un raccourci, très honnêtement. Et c'était Ouais, je pas, comprends. c'est pas, j'ai vécu une fois une mauvaise expérience client, c'est qu'à chaque fois que j'ai été au consulat du Sénégal, ça s'est mal passé. Entre leur accueil, entre ils te prennent de haut, ils te parlent mal, ils veulent parler Wolof à tout le monde. Alors que, non, mais calmez-vous, en fait, tout le monde n'est pas Wolophone. Ouais, je Fais-moi comprends. tremper mon col, mais c'est pas grave. Alors, mais arrivé au Sénégal, est-ce que ton idée, ton image des Sénégalais a changé? Très honnêtement, je suis arrivée au Mhm. Sénégal. Comment j'ai mal vécu mes expériences au consulat, j'ai vécu la même chose. Ouais. En fait, l'attitude que j'ai vue des Sénégalais au consulat, j'ai vu la même à Dakar. Ça m'a pas dépaysé. Hmm. Wow. Mais C'est vraiment bizarre. Mhm. par contre, ce que j'ai aimé, alors, en fait, quand je suis arrivée à Dakar, j'étais partie pour 5 jours. En fait, j'avais déjà des amis qui étaient déjà réinstallés au Sénégal. Mhm. Donc, quand je suis arrivée, parce que moi, je dis toujours aux gens, partout où j'arrive, il y a forcément quelqu'un de mon réseau. Donc, j'informe, je suis là. Si tu as le temps, on va boire un verre. Et en fait, les 5 jours que j'ai passés sur place, pareil, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il y a du business à faire ici. C'est trop bien. Tu peux faire ça, 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 ça. Et là, je me dis, je dois revenir. Hmm. Donc, avant de partir, je me rappelle, j'avais mangé avec une de mes copines avec qui je vis maintenant au Sénégal. Je lui dis, de toute Mhm. façon, je reviens le mois prochain, t'inquiète, quand je reviens, on va avoir le temps, on va se poser, on va bien parler. Et quand je rentre à Paris, je reprends un billet, février, je repars. Février, je repars. Et mes parents ne comprennent pas. Mes parents ne comprennent pas.
Du jour au lendemain, j'ai dit que je vais au Sénégal. Et au début, je me rappelle même mes amis, ils se sont dit, elle a rencontré quelqu'un au Sénégal parce que de toute façon, elle fait des allers-retours là, c'est pas clair. Ouais. En plus, moi, je suis assez, enfin, c'est vrai que moi, sur mes activités, j'en parle très peu sur les réseaux. Je vais beaucoup parler de business, mais c'est vrai que je rentre pas dans le détail de ce que je fais en profondeur, d'expliquer. Parce que moi, je suis éthiquement parlant, je pars du principe que je dévoile pas l'identité de mes clients, ni de leurs problématiques, en fait. Parce que Ouais. moi, le travail que je fais, en tout cas dans la gestion d'entreprise, je rentre dans le cœur de leur entreprise, en fait. J'ai accès à leurs chiffres, j'ai accès à leur stratégie. Donc pour moi, je pars du principe que c'est confidentiel et donc du coup, je communique pas dessus. Donc c'est vrai que souvent les gens, ils savent que je suis dans le business, mais ils savent pas trop ce que je fais. Donc quand je commence à faire des allers-retours au Sénégal, les gens ne comprennent pas trop. Et moi, ça me va. Je rentre pas dans les détails, je ne dis rien, Mhm. c'est très bien comme ça. Et donc c'est le fruit de tous ces allers-retours euh, qui m'ont donné envie, en tout cas, de me dire que ouais, je peux m'installer au Sénégal. Je peux Et du coup, m'installer au Sénégal. t'es au Sénégal actuellement. T'es Je suis en installé au France. Sénégal? Je suis en France, je suis rentrée du Sénégal fin décembre. Je suis rentrée fin décembre. J'étais à Abidjan entre-temps. J'étais à Abidjan pour une autre mission. Et entre-temps, ici, après là, je suis restée autant de temps parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes de santé à mon retour. Vu qu'entre-temps aussi, j'avais passé 3 semaines en Guinée et j'ai eu des problèmes, j'ai Tu attrapé une voyages infection. beaucoup, hein? Tu es dans 2 avions. Eh, mais comment tu fais pour jumeler vie de famille, business et tout, entrepreneuriat, tout ce que tu fais, quoi? Alors, comme je dis, il y a deux choses essentielles, l'organisation et la délégation. Il n'y a pas de secret en fait. On n'est pas des superwoman, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. On n'est pas des Hmm. superwoman. J'ai quelqu'un qui m'aide pour mes enfants, qui les garde quand je suis en voyage. Donc ça me facilite énormément. Mhm. Euh, j'ai une femme de ménage, j'ai délégué le ménage. Donc T'es en forcément, France actuellement. oui, Femme de ménage, les personnes qui t'aident sont en France. oui. Parce Waouh, que mes ah, enfants sont ici. c'est Mes très, enfants très sont ici, ils ne intéressant. peuvent pas rentrer avec Ça, moi en c'est- Afrique. Mais en fait, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Non, mais C'est une règle. je dis c'est très intéressant parce que en général, avoir une femme de ménage en France, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Alors, Euh, il faut savoir que la chance qu'on a en France, hein, très honnêtement, il y en mhm. a pour tout. En fait, dans tout ce que tu vas rechercher, il y en a pour tous les portefeuilles. Il Ok. y en a pour tous les portefeuilles. Et le Bon Coin aide énormément. C'est comme quand tu cherches une voiture. Soit tu vas chercher ta voiture sur le Bon Coin, soit tu vas la chercher chez un concessionnaire. On est d'accord. Mais Ouais. c'est pareil pour les prestataires, en fait, d'aide à la personne. Tu as le choix, en fait. Tu en as pour tous les budgets. Tu as des gens, ils font le ménage pour 10-15 € de l'heure. Hmm. Ouais, Tu je vois. vois, je vois. T'en as, c'est pour mettre du beurre dans leurs épinards. Il y en a, c'est parce qu'ils n'ont pas de situation régulière, donc ils font le ménage pour avoir de l'argent. Donc, en fait, il y a tellement de problématiques, mais il y a aussi autant de solutions à toutes les problématiques. Et moi, je pars du principe, c'est toute une question de volonté et de priorité. Moi, j'ai compris une chose, en fait. Ta première richesse, c'est le temps. Mhm. Ta première richesse, c'est le temps. Deuxième chose, ce qui ne te fait pas gagner d'argent, délègue-le. Moi, j'ai besoin de passer du temps de qualité avec mes enfants parce que je ne suis pas tout le temps là. Ou quand je suis là, je travaille énormément. Donc j'ai besoin de me dégager du temps. Bah, je prends une femme de ménage. C'est une tâche de moins à faire et c'est du temps en plus pour mes enfants. C'est un Hmm. choix en fait. C'est pour ça que quand il y a des femmes, elles disent elles souffrent, je dis non, tu as choisi de souffrir. Wow. Est-ce que c'était un choix difficile d'accepter d'être dans 2 avions et de laisser quelques petites responsabilités de mère, de déléguer ces petites responsabilités-là à quelqu'un d'autre? Bah forcément au début, tu es hésitant, t'hésites, tu te dis, en plus quand tu es maman célibataire, c'est plus compliqué. Mais au final, je me dis,
Parce que moi, je suis partie, j'aime mes enfants. Je les aime de tout mon cœur. Mais j'ai compris une chose, ils vont pas passer toute leur vie avec moi. Ils partiront à un moment donné. Donc si je ne fais pas des choses pour moi maintenant, j'aurai que des regrets. J'aurai Hmm. que des regrets. Je le vois bien, mes parents, ils sont tout seuls aujourd'hui à la maison. Chacun fait sa vie. On y va quand on peut. C'est triste, mais c'est la réalité de la société, en fait. Tu vois? Et de me Mhm. dire que je vais me priver de tout parce que j'ai mes enfants. Parce qu'au final, moi, je me dis, je préfère passer peut-être peu de temps avec eux, mais avoir des moments de qualité et leur créer des souvenirs. Parce qu'en fait, les souvenirs, c'est ça qui reste. Que au final, je suis là tout le temps, mais peut-être j'ai cette frustration parce que je ne suis pas épanouie professionnellement. Parce que moi, je sais que ça fait partie de mon épanouissement, mon travail. Peut-être pas pour certaines femmes, mais moi, ça en fait partie. Donc, du coup, Hmm. il faut trouver l'équilibre. Et c'est pour ça que j'ai préféré déléguer de certaines choses. Ça me donne du temps et c'est du temps de qualité. Moi, je sais que il y a 2 ans, je suis partie en vacances avec mes enfants en Normandie. Aujourd'hui encore, ils m'en parlent. Il y a 3 ans, je les avais emmenés à Center Park. On est parti que 4 jours. Moi, je me rappelle, je culpabilisais parce qu'on n'était pas parti en vacances cet été-là. Je les avais ramenés que 4 jours à Center Park. Je culpabilisais de ça. Et quand l'été d'après, ils m'en parlent, je me dis, mais en fait, j'ai fait le travail. Le souvenir, il est là, en fait. Et un enfant, les souvenirs que tu lui crées, il va grandir avec ça, c'est éternel. Et c'est ça Mhm. qui fait qu'un enfant, demain, bah, son parent, quand il devient âgé, bah, en fait, il aura toujours envie de prendre soin de son parent parce qu'il sait que plus jeune, son parent a fait un travail avec lui, en fait, de lui créer des souvenirs. Et ça n'a pas de Ouais. prix. Bon, moi, j'ai une question à te poser. Alors, ces femmes-là qui sont dans le dilemme entre vie professionnelle et vie familiale, qu'est-ce que toi tu leur dis? Waouh! Moi, Faire je une peux rien carrière leur dire. professionnelle ou bien... Non, mais ça, c'est selon ton expérience, bien selon tes aspirations que tu vas parler et c'est aux personnes qui nous regardent d'accepter ça, de choisir ta position ou pas. Moi, je pars du principe que la normalité, c'est ce qui convient à chacun. Ça, faut pas l'oublier. Comme j'aime bien dire, hein, euh, on a créé des sociétés, on veut mettre tout le monde dans des mêmes moules. Sauf que, et là je vais parler de Dieu et de spiritualité, que ça n'en déplaise, c'est que Dieu, dans son unicité, chacune de ses créatures, il les a fait uniques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même des jumeaux qui sont nés dans la même poche, ils n'ont pas la même ADN. Ça montre à quel point chaque créature est unique. Finalement, dans cette unicité, c'est dire que chaque créature a son propre moule. Donc finalement, la normalité, c'est ce qui va te convenir à toi avec tes sentiments et tes émotions. Tu ne peux pas te caler sur quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas les mêmes parcours de vie, on n'a pas les mêmes expériences de vie. Tu peux t'inspirer du parcours d'une autre, mais dire que tu vas le copier-coller, impossible. Impossible. Il faut qu'on sorte de ce, de ce, de cette sphère-là où on doit faire comme ça fonctionne, il faut faire comme ça. Non, peut-être que ça fonctionne pour un tel ou ça va fonctionner sur un panel de personnes, mais que toi, ça va pas fonctionner avec toi. Il faut l'accepter. Et quand on acceptera ça, en fait, on sera moins, en fait, on sera plus acteur de nos vies et moins spectateur de la vie des autres. Moi, je sais que j'ai reçu beaucoup de critiques parce que je pars, je laisse mes enfants, ils sont seuls Ouais, mais avec un surtout pour étudiant une femme père. musulmane, ça c'est rare ça. Bon, Femme, c'est pas alors, rare, je suis musulmane, c'est pas je commun. suis noire, je suis voilée et je viens de la banlieue. Vraiment, j'ai vraiment tout, j'ai tous les critères. Et on me critique. Oui, elle laisse ses enfants. Non, mais c'est n'importe quoi. Euh, mon ami, si toi, tu peux pas laisser tes enfants, c'est OK. Je respecte. Si moi, je peux laisser mes enfants, c'est OK, ça me regarde. Tu ne sais pas, en fait, tu sais pas comment je ressens la chose, tu ne sais pas comment je vis la chose, t'es pas dans mon cœur. On ne connaît pas les émotions et les sentiments des gens, en fait.
Et on veut Mhm. trop être dans de la supposition par rapport aux sentiments et aux émotions des gens. Faut qu'on arrête. Concentrons-nous sur nous-mêmes, en fait. Quand tu es concentré sur toi-même, tu t'écouteras et tu feras les choses en fonction de ce qui est bon pour toi et pas en fonction de ce que les gens ils attendent de toi. Hmm. Ouais, ouais. En tout cas, si tu es en harmonie avec toi-même, c'est l'essentiel. Bah, c'est plus important finalement. Mhm. Ouais, La personne je avec suis tout lequel à tu fait vas d'accord passer avec le toi. plus de temps, c'est toi-même. Enfin, en tout cas, moi, je suis bien avec moi-même. Mhm. On peut me critiquer, ça me dérange pas. Ouais. Et alors, on va continuer ton histoire. Tu disais que tu étais revenu du Sénégal, tu es allé en Guinée après, tu es retourné en Guinée. Alors, du Sénégal, en fait, j'étais en Guinée. Mhm. Je suis partie 3 semaines pour un événement, un festival du cinéma pour une cuisine à moi. Et donc, on a fait pareil, on a fait un trip, on a fait une semaine à Conakry, une semaine, 10 jours à Conakry. Après, on était dans l'intérieur du pays. Donc, moi, j'étais en charge de toute la gestion logistique de l'accueil des invités internationaux, parce que c'était un festival international, donc elle avait invité beaucoup d'acteurs du monde, enfin en tout cas beaucoup de monde du cinéma à l'international, et moi j'étais en charge de toute cette logistique-là. Donc pendant 3 semaines, j'ai sillonné la Guinée, on va dire, en côté Tu étais là-bas en tant que consultante aussi. coordinatrice logistique, ouais. Parce que en fait, je ne Wow. l'ai pas dit, mais j'ai organisé des événements pendant plus de 12 ans. Parce que je suis la cofondatrice de l'élection Miss Jarenké France, qu'on a organisée de 2011 à 2019 avec Mhm. mon associé. Donc du coup, j'ai une grosse expertise dans l'organisation événementielle. Mhm. Et après tes études, est-ce que tu t'es formé dans l'événementiel, dans le consulting, dans la formation? Non? Si, en fait, j'ai fait des petites formations quand même. Parce que j'ai fait une petite formation. Alors, j'ai eu la chance de faire une petite formation chez HEC en entrepreneuriat social en 2016. J'ai participé à un summer camp en 2017 chez HEC toujours. Mhm. J'ai fait un diplôme, un certificat en tant qu'attaché commercial pour justement valider mon bac plus 2 parce que j'avais pas validé mon BTS. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait une formation de formatrice en 2022 et Ouais. j'ai fait plein de petites formations en ligne sur le marketing, sur la communication. Après, moi, je suis, comme je dis, moi, j'ai fait l'école de la vie, l'école de la rue. C'est là-bas que tu apprends le plus parce que tu es sur le terrain. C'est ça la réalité. Parce que moi, le souvenir que j'ai, c'est que, en plus, moi, j'ai fait de l'alternance, c'est qu'il y a ce qu'on te dit à l'école. Et quand tu arrives sur le terrain, comment c'est vraiment pas pareil. Et j'ai compris qu'en fait, l'école, en tout cas les formations, ça te donne la méthodologie, très honnêtement, mais il n'y a que sur le terrain que tu vas acquérir l'expérience. Et le problème, c'est que les gens, ils sont tellement axés, en tout cas en Occident, en tout cas les francophones, parce que c'est très francophone, ils sont tellement axés Mhm. sur le diplôme, le diplôme, le diplôme, le diplôme. Oui, c'est cool, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de diplômés nuls, malheureusement. Mm. Ouais. Il y a les diplômés nuls là. Parce qu'en fait, ils sont scolaires. Ils sont Ouais. scolaires. Et en entreprise, tu ne peux pas être scolaire. En entreprise, tu dois être dans de la prise d'initiative. En fait, il y a certains soft skills à avoir que, en fait, en tout cas, moi, dans le programme francophone et à tous les niveaux, qu'on n'apprend pas aux gens, en fait. Et ces soft skills, Mhm. tu les développes en étant sur le terrain. Moi, s'il y a des soft skills que j'ai, c'est parce que c'est tous les événements que j'ai organisés, c'est toutes les associations que j'ai dirigées, parce que j'étais dirigeante associative pendant plus de 10 ans aussi. Et c'est tout ça, en fait, qu'ils ont fait que, entre je suis assistante, j'organise des événements, je dirige une association, bah, tu diriges une association, c'est comme si tu dirigeais une entreprise finalement. Bah, c'est tout ça qu'ils ont fait mon expertise aujourd'hui et que je me dis, je peux aller conseiller des gens. C'est cette expérience, c'est tout ce que j'ai vécu, c'est tout ce par quoi je suis passée dans toutes ces activités-là, dans toutes ces expériences-là, que je mets à contribution aujourd'hui des gens, des dirigeants pour leur dire, bah, là, tu fais comme ça, c'est pas bon. Tu gagneras du temps en faisant comme ça. Parce que moi, je dis toujours, le consultant, il est là pour te faire gagner du temps. Mais le consultant, il te fait gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience, en fait.
Mhm. Et, C'est aussi et, et, simple que ça. et comment toi tu fais pour contacter tes clients? Ça se passe comme par exemple au Sénégal, tu dis que tu étais en Guinée, comment ça se passe? Moi, tout se fait avec mon réseau. Ok. Moi, j'ai compris une chose dans les Mhm. affaires. Ton expérience, ton expertise, elle est bien. Mais tu as besoin des gens. Tu as besoin des gens. Mon père, il m'a dit, on vient dans la main des gens, on part dans la main des gens. Et c'est parce que tu es avec les gens que tu évolues. Parce que si tu es seul, on va pas te confronter à ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais quand tu es avec des gens, à un moment donné, on te confrontera à ce que tu fais bien, à ce que tu fais bien, est ce que tu ne fais pas bien. Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Mhm. Tu vois. Et même il n'y a pas très longtemps, j'étais en train d'encore analyser un autre de mes parcours d'acquisition client. Tout se fait par le biais du networking ou de mon réseau. Donc c'est soit c'est des gens que je rencontre à des événements, on discute, on va échanger, je vais donner du conseil, parce que je donnerai toujours du conseil. Ça c'est un truc, c'est comme ça, j'aime ça. Voilà. Yeah, mais comment tu fais pour convaincre les gens de tes compétences? Bah, je leur donne, en fait, je leur donne vraiment le bénéfice qu'ils ont de travailler avec moi. Qu'est-ce que ça leur apporte? Parce que moi, typiquement, mon profil de client aujourd'hui, c'est des gens au bord du burn-out, qui n'ont plus de vie et qui travaillent dans leur entreprise et pas sur leur entreprise. Et quand Hmm. tu leur dis que tu les accompagnes à mettre en place une organisation pour qu'ils sortent de l'opérationnel et qu'ils passent dans du stratégique et que ça va leur dégager du temps et qu'ils vont pouvoir enfin souffler, bah, clairement, ils l'entendent, enfin, ils comprennent tout de suite en fait l'importance de ce que je Mhm. fais. Et actuellement, tu es en auto-entrepreneur ou bien tu as une Non, entreprise? je suis en Vas-y, société. Je suis en tu es en société. société. Tu as Ici, je des suis en employés? société. Non, j'ai des collaborateurs. C'est un Alors, choix. essaie un peu de nous expliquer. Ça, c'est, on va dire, ça, c'est la dernière étape. Comment tu as créé ton entreprise, c'est ta société? Comment, je sais pas, tu fais pour être en contact avec les collaborateurs pour déléguer certaines activités? L'acquisition client? Comment tu signes des contrats? Bon, c'est un peu trop de questions, mais voilà, vas-y. Ma société, je l'ai créée sur Infogreffe, tout simplement. Infogreffe, c'est la plateforme en ligne pour tout ce qui est création de société, dépôt des bilans et compagnie. Moi, je suis Mhm, quelqu'un, je suis très curieuse, donc je fouille. J'aime fouiller. Donc, j'ai tout simplement créé ma société sur Infogreffe. Ça m'a pris, je crois, 3 jours. Alors, je crois que j'ai déposé vendredi et quelques jours après, je recevais mon cabis. mhm, Après, pareil, ben, en général, mes collaborateurs, c'est des gens de mon réseau. Donc, j'ai une assistante virtuelle. On travaille soit par mail ou quand j'ai des urgences, je la contacte sur WhatsApp. On a des process bien établis. Elle sait ce qu'elle. Enfin, en fait, ce qu'il y a de bien avec mon assistante, c'est que je ne lui demande pas, elle fait les choses. Et elle anticipe même les choses pour moi. mhm, Là où moi, je suis pas. mhm. Et tes Je cale. collaborateurs sont en France? Oui, là, oui, les principaux ici. Et là, je suis en train d'en former une à Dakar. Ok. Je suis en train d'en former une à Dakar parce que, bah, ma foi, soyons Ouais, je- cohérents. Wow. Et, Parce que puis surtout, je pense qu'à terme, enfin, là pour le moment, je suis sur des allers-retours parce que j'ai mes enfants. Comme je dis, moi, ce qui me retient ici, c'est mes enfants, très honnêtement. mhm, C'est mes enfants qui me retiennent ici. Mais dès que je n'aurai plus la contrainte, enfin, en tout cas, j'aurai plus les enfants, ou en tout cas, j'aurai trouvé une solution, je tire ma révérence. tu vas à Dakar. Dakar ou Abidjan, peu importe, en vrai. Moi, tant que je suis en Afrique, en réalité, moi, j'ai compris que tant que j'étais en Afrique, je suis bien. C'est mon seul problème. Hmm. Ok, ça En fait, c'est. c'est le seul endroit où, quand j'arrive, avec toutes les difficultés, tous les challenges que ça peut comporter, je me sens chez moi, en fait. Mhm, Je me sens vraiment chez moi sur le continent. C'est, tu t'es à la maison, tu te poses pas de questions de comment tu t'habilles. C'est fluide, en fait. mhm. Et la C'est fluide. majorité de tes clients sont africains? Ils sont en Afrique ou en France? Les deux. Les deux.
les 2. Là, actuellement, parce que moi, je prends très peu de clients. J'ai que des clients en France, parce que j'ai fini toutes mes missions au Sénégal. Après, sur le conseil, très honnêtement, sur le Sénégal, je pense que je vais moins en faire. Elles sont toutes africaines, musulmanes, et Non, ce sont des femmes. non, j'ai des hommes dans mes clients. T'as J'ai des des hommes hommes, dans... ok. Ah oui, oui, j'ai des hommes. Si, j'ai déjà eu des hommes. Je pas que des femmes. Moi, je bosse Ah, avec ok, des parce que types. moi, je suis toujours resté bloqué dans ton association, dans ton club de femmes, Non, oui, de c'est femmes vrai que que tu le avais club, il créé est là. dédié aux femmes, mais dans le conseil, moi, ma cible, c'est des dirigeants, hommes ou femmes, finalement. Hmm, Donc là-dessus, non, je me ferme pas. Moi, en tout cas, ok, je sais que moi, comment je pratique ma religion, ça me dérange pas de travailler avec des hommes. J'ai pas de ouais. difficulté avec ça. C'est moi que ça engage. Il y en Mhm, a qui veulent pas. Je sais que j'ai des personnes dans mon réseau qui ne travaillent qu'avec des femmes. ouais, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu les genres de services que tu proposes? Alors nous, on fait, parce que je bosse avec une autre collaboratrice qui, elle, est contrôleuse de gestion. Mhm, Nous, ce qu'on fait déjà, il y a une partie audit. On commence toujours par une audit de la finance et une audit de l'organisation interne. Ça permet justement de mettre en lumière ce qui va et ce qui ne va pas dans l'organisation, donc en termes de process et en termes de documents nécessaires dans la structure. Et ensuite, c'est travailler sur toute la mise en place des process et des documents avec les équipes du client, parce que en fait, souvent, c'est des personnes qui ont recruté, qui ont mis en place une organisation, mais qui n'ont pas mis en place les fondations pour que l'organisation, elle tourne de façon efficace. Et la première chose qui va aider à ce qu'une organisation, elle soit fluide, c'est les processus et les outils de gestion de travail. mhm. Donc Donc, souvent, c'est qu'il faut choisir les outils qu'on va développer, en tout cas qu'on va implémenter dans la structure, que ce soit pour la finance, que ce soit pour l'organisation. Ça va être parfois de changer certains prestataires ou d'en mettre des, ou d'en mettre des nouveaux. Je sais que j'avais des clients qui n'avaient pas, par exemple, d'expert comptable. L'expert comptable, il est nécessaire pour faire le bilan. Tu as des clients qui n'ont pas les affichages obligatoires. C'est de la réglementation du code, du travail français. Quand tu as des employés et que tu as des bureaux, il y a des affichages qui sont obligatoires. Tu dois tenir un registre du personnel. Bah, faut le mettre en place. Il faut que tu puisses créer une culture d'entreprise pour que tes collaborateurs, en fait, ils adhèrent à ta vision et à la mission de ton entreprise. Et mettre en place cette culture d'entreprise permet de savoir les collaborateurs finalement qui sont alignés ou pas dans l'organisation. Parce qu'en fait, mhm, aujourd'hui, on n'est plus sur du management ou sur du recrutement que pour avoir quelqu'un sur le poste. C'est aussi travailler avec une équipe qui adhère à toute cette vision, à toutes ces valeurs, à cette mission, pour justement qu'ils soient impliqués. Parce que mhm. la productivité n'est pas la même quand tu as une culture d'entreprise et que tes collaborateurs adhèrent à ta vision, en fait. Ouais. Donc, c'est la mise en place de tout ça. Et tes accompagnements durent combien de temps? C'est minimum 6 mois. Minimum 6 mois. Wow. Et tu t'adresses particulièrement aux entreprises, pas aux Dirigeant, particuliers. TPE, start-up, PME. Et en particulier, non, ils n'ont pas de besoin. Ou même les solopreneurs, ils n'ont pas de besoin. Par exemple, un Ouais. solopreneur, Mhm, euh, un entrepreneur seul, je pourrais l'accompagner quand sa société, elle commence à grossir et qu'il a besoin de mettre en place une organisation parce qu'il commence à avoir un ou deux collaborateurs. Moi, je peux faire une mission courte durée où je viens mettre en place les outils et les petits process, mais c'est quelque chose de très court mhm, parce que c'est une petite équipe. Nous, on est déjà sur des profils où il y a des collaborateurs, il y a un certain nombre d'années d'existence, il y a un certain chiffre d'affaires aussi, parce que c'est un coût de se faire accompagner par mes équipes et moi-même. Donc, un entrepreneur solo, c'est pas adapté pour lui, en fait. mhm. T'es aussi formatrice et conférencière?
Non, parce que je t'ai vu, je pense, je sais pas si c'était une conférence ou une formation que tu donnais, où tu posais la Oui, question aux participants, quelle est la différence entre trésorerie et chiffre d'affaires? oui. C'était une conférence ou une formation? C'était une conférence justement où je parlais de gestion d'entreprise parce que ce que j'aime rappeler aux gens, c'est au-delà de toute la partie opérationnelle, organisationnelle, Mhm. c'est le nerf de la guerre dans la gestion d'une entreprise, c'est la finance. Si tu ne pilotes pas ta finance, tu es mort. Et les gens, ils pensent que parce qu'ils ont un expert comptable, qu'ils pilotent leurs finances. Non, c'est pas ça, piloter la finance. Piloter la finance, c'est que tu as des tableaux de bord qui te permettent d'analyser tes structures de coûts de façon quotidienne, en tout cas de façon périodique, mais qui te permettent de provisionner, d'anticiper tes dépenses et de mettre en place les stratégies pour atteindre tes objectifs financiers. Les gens, ils attendent tous Ouais. à la fin de l'année le bilan et ils voient Mhm. leurs bénéfices. Mais ils n'ont pas analysé, OK, j'ai fait tant de bénéfices, mais quel a été mon plus gros poste de dépense? Où j'ai dépensé beaucoup d'argent? Où je peux optimiser? Enfin, et c'est là où le contrôle de gestion il rentre en compte en fait. Ouais. Alors, est-ce que toi aussi tu donnes des formations en ligne Non, ou tes formations sont en présentiel seulement? je fais pas de formation pour le moment. J'ai mis ça en Ok, pas de stand-by. formation pour le moment. J'ai mis ça en stand-by parce que pour moi, la gestion d'entreprise, c'est compliqué de former quelqu'un sur la gestion d'entreprise parce que c'est du quotidien en fait, c'est de l'opérationnel, c'est du stratégique. On peut donner les bases. J'ai un e-book que je communique même pas dessus, mais j'ai un e-book justement sur la gestion d'entreprise qui va te donner les bases. Mais après, pour moi, diriger une entreprise, en fait, comme j'aime le rappeler, c'est une vraie compétence à part entière. Ouais. C'est une vraie compétence à part entière. On peut se former, non? Pour acquérir cette compétence. En fait, c'est pas une formation seule qui va te donner les compétences. C'est parce qu'en tant que dirigeant, vu que tu Mhm. dois avoir une vision 360, tu dois avoir des notions sur tout ce qui se passe dans ta boîte. Mhm. Juridique, finance, marketing, communication, commercial, recherche et développement. Enfin, tu dois être au fait de tout. Et Ouais. pour moi, c'est quelqu'un de curieux qui peut être dirigeant déjà, ce qui fait de la veille. Hmm. Ok. Bah alors, comment faire pour te contacter? Il y a mon site internet, dougoutigui.com. Je suis sur LinkedIn, Tastagasama. Et sur Instagram, c'est pas la peine. Et sur Instagram, c'est quoi le nom de ta page? Tastadougou, c'est mon compte perso. Et il y a le compte du cabinet qui est plus alimenté. Parce que... Ok. Alors, on est arrivé au terme de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure l'interview? Merci pour l'invitation. Encore une fois, c'était super intéressant. Tu m'as fait sortir de ma zone de confort quand même avec certaines questions. Non, mais si je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire aux gens? Soyez vous-même, écoutez-vous. Et demandez de l'aide, c'est super important. N'ayez pas peur d'investir dans des experts, parce que l'expert, il vous fera gagner du temps pour perdre Mhm. moins d'argent. Alors, merci Tasta d'être passé. Bonne continuation à toi. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Au Merci, bon revoir. bah à très bientôt. Au revoir. Au revoir.